Écoute, quand tu es jeune et tu joues au hockey mineur, tu n'as pas de sorte de pression ou quoi que ce soit. C'est sûr que tu veux gagner les matchs, tu es nerveux. Les coachs essaient de te pomper avant que tu embarques sur la patinoire, mais on avait toujours du fun dans la chambre. Et je me rappelle aussi, j'essayais de deviner quand est-ce la première fois qu'on pouvait prendre une douche en équipe. Fait que je me disais à quel âge qu'on avait, parce que les jeunes encore dans le hockey aussi, il va falloir apprendre que de l'hygiène, mais à date, je me rappelle pas. Mais comme tu dis, écoute, c'est le fun, puis je me rappelle souvent des petites histoires qu'on se contait. Mais quand c'était le temps de se préparer pour le match, on savait qu'il fallait qu'on devienne calme, puis qu'on se prépare pour embarquer sur la patinoire. À chaque fois, c'était ma première année de calibre. Je jouais avec les gars de deuxième année. Alors, je jouais tout le temps avec les joueurs plus vieux que moi. Fait qu'on se voyait tout le temps à chaque année. Fait que j'étais tout le temps dans le même groupe jusqu'à temps que, comme j'ai dit, mon départ pour aller à Québec. Écoute, comme je dis, mon grand ami Sylvain Fleury, on s'appelle pas souvent, mais on sait qu'on est là, qu'on on se pense en famille. Puis si on a besoin l'un et l'autre, mais on lâche un coup de téléphone. J'ai un grand chum, Éric Langlois, qui reste encore à Drummond. C'est lui mon contact de la ville. Écoute, il y a des joueurs. Patrick Lemay qui est devenu enseignant au Collège Saint-Bernard. Il y a Martin Charrois que j'ai joué au hockey. Il est dans la police provinciale à Drummondville. Puis les autres qui ont resté locales sont encore toujours là à Drummondville. Je me rappelle pas d'avoir fait des choses superstitieuses quand j'étais jeune. Mais quand que ça a commencé junior et que là, tu commences à voir les affaires superstitions, ça en prend juste un dans l'équipe qui fait tout tourner les choses à l'envers. Et puis, si on peut l'aider, la personne qui est superstitieuse, mais pourquoi pas continuer? Moi, les choses superstitieuses, c'est sûr, les bâtons. Dans notre temps, on avait des bâtons de bois, mais quand tu voyais que le bâton était hot, tu le gardais puis tu jouais avec. Puis si c'était le temps de le changer, mais tu savais quand est-ce que c'était le temps. Tout le monde dit mettre tes patins, je mets tout le temps le gauche avant la droite. On dirait que j'ai peur de quelque chose qui va arriver durant le match ou durant la journée. Quand c'est arrivé plus dans la Ligue nationale, c'est là que les superstitions ils ont commencé encore plus gros et plus gros. Puis c'était rendu qu'il fallait arrêter à un moment donné, surtout en Coupe 93. Quand que ça va bien, on n'échange rien. Alors, les entraîneurs te laissent tranquille, ils savent que tu es hot. T'sais. La rondelle te suit, comme on dit des fois. Moi, c'était facile. Là, je descendais de la ligne gauche, puis quand j'avais une chance, une opportunité de lancer, je lançais le plus fort possible, puis quasiment essayer de briser le goaler, tu sais. Mais, puis me mettre devant du filet durant le jeu de puissance, si ça me frappait sur une jambe ou quoi, il fallait que je sois dangereux à toutes les occasions. Mais quand les choses vont pas bien, et c'est là que les entraîneurs voient sur les vidéos, ça avait commencé durant mon temps, les vidéos, et comme moi, je peux mentionner, Charles Tifo et Jacques Laperrière, Steve Schott sur le powerplay. C'est là qu'on recommençait les pratiques, puis on rajoutait peut-être une demi-heure de plus, mes lancers, mes positions, où que je pourrais peut-être les points des enclaves, tu sais, de se mettre une place, de ressortir de l'énergie. Mais quand tu commences une énergie, tu sais, c'est sûr, un match, deux matchs, tu as une passe, deux passes, mais là, quand tu n'as plus rien et que tu commences à la grosse ligne, tu commences à descendre, là, l'énergie, là c'est là que c'est dur à ressortir. On dirait que tu te sens toute seule. Quand ça va bien, tu es entouré de tout le monde, mais on dirait l'expression de dire que tu es tout seul, là, c'est juste toi qu'il faut que tu t'en sortes de l'énergie. Et c'est pas un bon moment, surtout quand tu es un marqueur. Puis ça fait 7, 8, 9 matchs que tu n'as pas marqué un but. C'est beaucoup de pression. Parce que tu aimes ça aider ton équipe, c'est ta job de marquer un but. Tu vas aller chercher un but égalisateur, le but gagnant, le but sur la prolongation, ou que ce soit. Comme je te dis, c'est pas facile, puis il n'y en a jamais de facile. Et on voit aujourd'hui, quand je regarde le hockey, le joueur qui est dans la léthargie, nous autres, les anciens joueurs, on comprend qu'est-ce qu'il vit. Et puis, on lui souhaite bonne chance de ressortir de leur léthargie. Mais ce qui arrive aussi, c'est que tu as une ligne, tu formes une ligne où quand tu embarques sur la ligne, tu te fies sur ton centre ou sur ton allié. Puis tu dis tout le temps, les boys, aidez-moi. Puis ça arrive des fois, tu vas avoir une passe peut-être un petit peu plus fort, de t'aider sur ton bas, essayer de sortir de ton léthargie. Puis tu le vois aujourd'hui dans la Ligue nationale, on dirait que le joueur, mettons, Pacioretty, comme Montréal, va pas bien, Desharnais, tu le vois qu'il force tellement pour y faire une passe, pour essayer de le faire marquer. Et c'est ça, d'être une équipe
unis. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est le même que ça marche. Mais dans notre temps, moi, quand j'avais l'intergie, qui que je demandais les questions, c'est sûr, c'était les entraîneurs. Mais on avait de l'expérience en avant, comme Brian Bellows, ça faisait il avait marqué 300-400 buts dans la Ligue nationale. Puis je lui demandais pourquoi c'est si naturel pour lui. Puis on essayait, il essayait de m'expliquer, peut-être de te mettre une position différente ou d'essayer d'aller d'une autre place, de changer mon rythme ou ma routine pour essayer de casser l'énergie. Fait que c'était ça de bon de savoir qu'on pouvait suivre ses autres coéquipiers de nous aider. Moi, c'est sûr, c'était avec Denis Savard et Paul DiPietro, c'était mes deux joueurs de centre. Mais comme je t'ai dit, on travaille ensemble. Puis ce qui arrive aussi, c'est que c'est pour ça que tu vois aujourd'hui, c'est dur de briser une ligne. Parce que quand ça fonctionne, une ligne, ça fonctionne. On sait où ce qu'on va. On se comprend, on se parle toujours. On est toujours assis ensemble sur le banc. Et des fois, ton joueur de centre te demande, écoute, j'ai besoin de toi, tu sois en arrière du net. OK, parfait, je vais en arrière du net. On va essayer quelque chose. On planifie nos stratégies avant qu'on embarque sur la glace. Alors, c'est sûr que moi et Paul DiPietro, et on peut aller jusqu'à l'américaine avec Jesse et Pat Lebeau, quand ça allait pas bien, et l'équipe a besoin de nous autres qu'on marque, c'était le coach qui nous a de la pression, puis il disait, écoute, les boys, il va falloir sortir de ça, qu'est-ce qu'on fait? On vous débloque-tu ou pas? Ça arrivait une couple de fois, ça a cassé la ligne, puis on voyait que ça allait pas, ça va pas mieux. Puis même si ça débloquait, on ramène l'allié gauche ou on ramenait sur la ligne. Et c'est les choses qu'il faut essayer. Écoute, 80 matchs par année ou 84 matchs, tu peux pas tous les bien jouer, mais si l'effort est là, tu sais que tu vas pouvoir t'en sortir. On avait nos 4 lignes, et puis on avait 3 extras qui se tenaient alentour de l'aréna, qui étaient prêts à embarquer dans le line-up si jamais il y avait des situations. Et c'est sûr qu'il y avait toujours les mineurs, les joueurs qui pouvaient se faire caller up. Mais on était tout le temps les 3 lignes. Et comme j'ai dit, s'il y avait une opportunité, maintenant je peux mentionner des noms. Mettons John Leclerc, sa ligne gauche, elle n'allait pas bien. Il redescend sa deuxième ligne. Kirk Muller laisse sa première. Ça, c'était la responsabilité du coach d'essayer de trouver une ligne gagnante. Et comme vous voyez, ce jeu de puissance, mais des fois, tu voyais un autre joueur qui matchait avec une autre ligne. C'était pas tout le temps 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mais c'était essayer de trouver une combinaison gagnante. Parce que même si des fois, tu as une ligne qui ne va pas aussi bien, mais tu réussis à gagner, là, tu peux dire, OK, on a une autre chance, on va essayer. Puis c'est cette ligne-là, ça va peut-être prendre 2-3 matchs, aller chercher un gros but qui peut aider les 2 grosses lignes qui passent une énergie durant, soit sur la route ou un voyage de 7-8 matchs. Tu sais. Écoute, encore Dr. Mulder, qui fait partie du Canadien de Montréal aujourd'hui en 2015. Quand vous avez l'équipe a le même docteur depuis 30-40 ans, les entraîneurs, les soigneurs, écoute, ça, ces gars-là, on dit ça en anglais, behind the scene. Là, sans ces gars-là, essayer de remettre le plus vite possible sur la patinoire, c'est sûr que ça a coûté une petite coup de carrière, tu sais. Mais moi, j'ai été chanceux, à part des genoux, j'ai eu le dos discal. Pas d'opération, mais ma plus grave blessure, ça a été... j'ai joué en 1999, j'étais sur la route à Cincinnati, on était au Michigan, et puis j'ai mangé un coup de patin dans la gorge, et ça m'a coûté une trentaine de points de suture, mais elle était à la télévision, fait que j'ai été inquiète que ma famille, mes enfants ont vu que la blessure était grave, il y avait beaucoup de sang sur la patinoire, mais quand je suis revenu, ils ont mis mes points de suture dans la chambre de hockey, et puis ils m'ont mis un band-aid, puis je suis revenu sur la patinoire pour finir le match, sans réaliser qu'après 3-4 jours plus tard, c'était un petit peu plus grave que je pensais. Et puis, c'est là que j'ai pogné un petit choc très nerveux que j'aurais pu perdre ma vie sur la patinoire. C'était comme à la Clint Muller-Chuck, si vous vous rappelez la grosse blessure du gardien à Buffalo. Alors, c'était pas agréable à vivre, mais je suis chanceux aujourd'hui, à la part des séquelles, peut-être... je pense pas que j'ai connu des très graves commotions cérébrales, mais c'est soit la vieillesse ou bien les commotions. Je blonde les commotions quand j'oublie des choses à la maison. Mais c'est sûr, comme un joueur d'avant, tu vas aller frapper les défenseurs en arrière de leur filet ou quoi que ce soit, mais me faire sonner, non, mais j'ai eu Brian Marchman au centre qui est venu me clipper les genoux. Ça a été dangereux. Dans ce temps-là, les Scott Stevens qui s'en venaient sans t'attendre, aussitôt que tu te baissais la tête, c'était dangereux, mais c'est de même qu'on se préparait aussi avant le match, à qui qu'on affronte, à qui s'attendre sur la patinoire, faire attention aux joueurs, que tu penses quand tu déplaces la rondelle, que tu es safe. Dans le temps, on n'était pas safe. Il y en avait un qui s'en a fini son échec,
il fallait garder notre garde à tous les fois. Mais un gros solide qui est un Hall of Fame et un champion, Raymond Bourque, j'ai essayé de le frapper le plus fort que je pouvais, puis on va dire une chose, il n'a pas bougé pantoute, puis j'ai perdu mon win, j'ai perdu de l'air des poumons, là, fait que ça a été un solide frappé, puis en tout cas, comme j'ai dit, je suis bien content d'avoir sorti de ma carrière assez healthy, en santé. Bien, dans notre temps aussi, je dois toujours me rappeler, c'est sûr, je mentionne son nom souvent, c'était mon ailier droit, Mike Keane. Keener disait, mettons, je m'avais fait frapper comme pas correct ou un des joueurs. On revenait sur le banc et on se disait, on va leur pogner, boys, c'est le numéro 15. C'est le numéro 15, là, on va leur pogner tout à l'heure. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a une bonne mise en échec. Là, il y a des bagarres qui se promènent partout parce que tu veux défendre ton équipier. Ça marche pas de même. Écoute, tu le mets en piste, tu vas écoper un 2 minutes de punition, tu mets ton équipe dans le trouble. Alors, pointe tout son numéro, tu as 4 autres matchs à faire dans la saison, puis tu n'oublies pas le chèque qu'il t'a donné. Et c'est même que ça commence, c'est même qu'on faisait la police dans notre temps. Mais à cette heure, aujourd'hui, dans notre temps, on pouvait accrocher juste un petit peu, faire un petit peu d'interférence. Surtout avec mon grand chum à défense, Matthew Schneider, qu'il fallait qu'il pivote, aller chercher la rondelle. Mais on accrochait juste un petit peu, 1 ou 2 secondes, pour donner la chance à mon chum d'aller chercher la rondelle. À cette heure, il n'y a plus d'accrochage de rien, puis le monde donne des free passes. Vas-y, mon homme, va frapper mon gars. Il y a quelqu'un qui va se faire blesser gravement dans la nationale, et ça s'en vient bientôt. Et ça me fait peur. Ça me fait peur à toutes les fois que je garde un match, que les joueurs, ça vient tellement vite. Et des fois, c'est le gars qui frappe aussi. Tu vois qu'il veut frapper, mais il ne veut pas blesser le joueur, mais il est trop tard pour arrêter tellement qu'il s'en vient vite. Et que c'est la responsabilité des deux joueurs. Premièrement, celui qui est la rondelle, il faut qu'il se protège. Et le deuxième, celui qui doit rentrer, soit savoir comment faire une mise en échec. Moi, je vais être franc avec toi, quand j'étais jeune, je jouais junior, j'avais une demi-visière. Mais quand je voyais la ligne nationale, les joueurs faisaient warm-up, pas de casse, avec la foule, et puis de pouvoir enlever ta visière, puis jouer comme les pros, ça, c'était mon rêve. Puis aussitôt que j'ai été à la nationale, j'ai enlevé ma visière. Ça, c'était à 100 mais jamais joué pas de casse. Écoute, j'ai eu l'opportunité à Philadelphie de jouer avec Craig McTavish, fait que McT, qui est le gérant général des Oilers aujourd'hui, quand il est arrivé sur un banc une fois, il a mangé un bâton sur la tête et je lui ai demandé poliment comment ça fait jouer pas de casse. Puis si t'as mangé un bâton sur la tête, il m'a dit calique. Il dit ça fait mal, mon homme. Mais il n'a jamais voulu mettre un casque. Alors ça fait bizarre. Mais comme je l'ai dit, ici, ça va venir, les règlements, c'est le circuit Batman qui va décider s'il va garder les joueurs juniors en montant, de donner l'option, mais j'ai aucune idée si ça va venir un jour. Je m'étais battu plus des mineurs dans la ligne américaine, parce que dans ce temps-là, tu voyais que si tu étais le joueur étoile, tu avais les petites pestes qui se promenaient partout dans l'équipe adverse puis venir de te challenger. Fallait que tu te défendes, fallait que tu te battes. Écoute, on même pratiquait des mineurs avec Mario Roberge puis Serge Roberge. Il y avait Jerry Fleming dans le temps. On disait, peux-tu nous aider comment se pogner? Et on l'a vu, il une couple de semaines, j'ai vu Piqué Subban qui s'est battu un petit peu, je pense, avec le Beaulieu. Mais tu voyais qu'il veut lui montrer comment attraper un joueur, comment se protéger. Tu n'as pas le choix. Faut que si tu vas jouer un match fort, tu vas être agressif, il faut t'attendre, les autres joueurs vont venir après toi pour essayer de te calmer. Bien, j'ai commencé l'opportunité de jouer avec Chris Nyland, Chris Knuckle Nyland. C'est un des vétérans que quand j'étais encore dans ma demi-saison, tout allait bien, il me revenait sur terre. Puis, une bonne anecdote avec Chris, on avait un match le soir et puis, écoute, le coach chef le sifflet, la pratique est finie. J'ai débarqué de la glace avec les restes des joueurs et puis Chris est venu me rechercher dans la chambre et il dit « Hey, la recrue, c'est mieux de ne pas être un des premiers à sortir de sa glace quand je disais. » Fait que j'ai compris qu'il fallait que j'attende que je sois un des derniers pour le respect des autres joueurs qui ne jouaient pas peut-être le soir ou ceux qui n'avaient pas aussi de temps de glace. Alors, mais de voir ses points ses mains toutes maganées, et puis ça a été comme un choc, et sa face, comment tu voyais qu'il allait à la guerre à tous les matchs, et de ne pas quoi s'attendre, et de nous défendre les joueurs s'il y avait un petit peu de problème sur la patinoire. Comme je répète encore, Mario Roberge, il a fait tout ça sa carrière, il était avec nous autres en 93, il savait son rôle, et puis c'est lui qui, des fois, quand les choses n'allaient pas bien, il allait brosser une petite couple de fois pour essayer de nous réveiller. Todd Ewan à défense. Alors, on n'était pas si tough que ça, mais on savait qu'on était tous ensemble pour s'aider et se dépanner si on était dans le trouble. C'est sûr, quand quelque chose ne va pas bien, tu embarques
dans la game. Là, fait que tu te fais frapper, comme j'avais dit, Marchman au centre, il me fait frapper, j'avais pas de pantoute. Donc là, Mike Keane est allé après. Mais c'est sûr que tu n'as pas le temps de voir, mais tout ce que tu dis après, que quelqu'un, un de tes coéquipiers te défait. Puis je peux toujours dire, on s'entendait pas tous ensemble, peut-être hors glace. Écoute, il y en avait des petites coches des fois durant la saison. Mais quand c'est le temps d'embarquer sur la glace, tu savais que tu oubliais tout ça. Des problèmes qu'on pouvait causer entre amis ou pas amis hors glace, que tu es là pour ton chum, tu es là pour le gilet que tu portes, la fierté. Alors, on se remercie des fois, puis on paye un bon souper, puis une bonne bouteille de vin à celui qui est venu t'aider de ta situation. Alors, ça c'était le fun. Écoute, moi, j'ai eu l'opportunité de jouer à Philadelphie. Écoute, quand tu regardes la grosse ligne, Lindros, Leclerc et Michael Ramberg, le Legion of Doom, ce qu'ils appelaient ça, c'était incroyable d'avoir ce joueur-là dominer sur une glace. Et de ne pas oublier aussi, on avait les toughs comme Dave Brown, qui était un de mes alliés, puis on avait beaucoup de fun. Mais le respect qu'on avait aussi, c'était notre gérant général, Bobby Clark. Bob Clark aussi, comme Serge Savard, j'avais à Montréal, des joueurs de Hall of Fame, ça c'est des temps d'en nommer. Ils ont joué du hockey. Et puis de savoir, quand tu regardes l'histoire de Bob Clark, que c'était un feisty joueur de hockey et qu'il voulait mettre ça dans notre équipe. Fait qu'il fallait qu'on soit au moins 6 pieds, 200 livres, il fallait être fort puis de finir tes mises en échec à tous les matchs. La ville était super sportive. La pression comme Montréal, oui, on avait à Philadelphie, on voulait ramener un championnat, de gagner la Coupe à Philadelphie depuis 75, 76. Eux autres aussi, ils ont mis beaucoup de l'argent pour essayer de ramener, avec le propriétaire, M. Schneider, d'aider l'équipe à former une équipe championne. Mais en Floride, c'était un système tellement différent que qu'est-ce qui était dur en Floride, c'est que la température qui fait 30 degrés à tous les jours, ou 25 à 30, tu t'entraînes dehors sur ton bicycle, sur ton vélo, sur place, puis un beau soleil. Les joueurs ils ont des bicycles à gaz qui peuvent se rendre, des motocyclettes, là, des bicycles qui peuvent se rendre chez eux à revenir, des belles voitures luxueuses, convertibles, et qu'on pouvait aller à la plage durant l'après-midi, jouer au volleyball ou quoi que ce soit. C'était très dur mentalement que de dire, écoute, il faut se préparer, on a un gros match demain. Mais durant les séries, on a fait ça en 96. C'est là qu'on mettait tout de côté et de se concentrer pour essayer de gagner les matchs puis de gagner la Coupe Stanley, puis on s'est rendu en finale en 96. Ça a été, comme je t'ai dit, les anecdotes, c'est qu'on, quand on avait 2 jours de congé, on allait prendre du soleil ou quoi que ce soit. Et durant les séries, je me rappelle qu'on a affronté Philadelphie et moi, j'étais comme Black Ace, je jouais ou je jouais pas des fois. Fait qu'on rencontrait l'autre équipe. Quand Philadelphie, les gars qui jouaient pas, on se rencontrait à une telle place. Et puis on se parlait de comment beau que c'était. Et c'est sûr, durant les séries, il fait toujours beau jusqu'au mois de juin. Mais on était les gars qui avaient un bon teint, meilleur que Philadelphie. Alors on avait gagné sa petite gageure là-dessus. On voyait les gars de Philadelphie dans la Floride. Puis ils venaient tous rouges, eux autres. Mais moi, nous autres, l'équipe de la Floride, on était bien, un bon petit teint. Pas pogné de coup de soleil, rien. Et c'est là que j'ai trouvé que c'était drôle qu'on pouvait comparer notre teint, quelle équipe qui était plus foncée. Écoute, l'aréna à Floride, c'était pas une des belles arénas. Là. C'est sûr, c'était une aréna qu'il y avait là dans le temps. Et c'est normal qu'on voit des souris, des rats, des cockroaches, je ne sais pas comment dire en français, mais c'est arrivé un des matchs durant la saison. Scott Mellanby faisait il tapait son hockey, puis qu'il a vu une souris passer devant lui, et que tout de suite, il a tourné son bâton à lancer. Il a frappé la souris sur le mur, puis taf, la souris a tombé morte. Et puis, je pense que durant ce match-là, il a marqué une coupe de buts et les Panthers ont gagné. Alors, ils ont décidé de nommer la Panthers, la souris comme mascotte. Et puis, durant la saison, le monde commençait à acheter des petites souris en plastique, mettre sur la glace. Je marquais un but. Alors, j'ai été call-up pendant 10 matchs en Floride. Et puis, c'était un des derniers matchs que je jouais avant les séries. Et j'avais demandé aux joueurs, écoutez, boys, ce soir, je score un but, je veux voir les rats sur la patinoire. Et les chums m'ont dit, pas de problème, on va essayer de t'aider, mon Gilbert, ça serait le fun que tu vives ça. Alors, le match commence, on compte un but, 2 buts, 3 buts, encore les sauts. Alors, c'était rendu 4-1. Je disais, c'est fini, il n'y aura plus de rats sur la glace. J'ai été chanceux, j'ai typé une rondelle de la pointe, battu Mike Richter contre les Rangers, et il y en a eu des rats qui ont sorti encore une bonne gang. Alors, on voyait le banc qui était tellement excité pour moi, content, que j'ai réussi à marquer un but et d'avoir une bonne célébration avec les souris sur la patinoire. La Ligue internationale, c'était comme une ligue aussi. On dirait que les joueurs de mon âge, entre 27 et 35,
qu'il n'y avait plus d'autres options dans la Ligue américaine, on allait jouer là. Alors, on savait où ce qu'on était tous dans le même bol, en voulant dire, OK, je pense que c'est ici qu'on fait en carrière. Les équipes, on avait des grosses équipes, là, on jouait, mettons, Cincinnati, on avait Atlanta, on avait même Orlando, Chicago, Utah, Vegas, on avait Las Vegas. On avait une bonne ligue, là, ça allait très bien, les fans suivaient beaucoup. Ce qu'ils aimaient ça aussi dans l'international, c'est qu'on n'échangeait pas les joueurs à tous 6 mois. On était là à long terme et puis on faisait notre job, une très bonne paye, on mettait un bon spectacle sur la patinoire. Et puis c'est là que malheureusement la Ligue n'a pas pu toffer. Je pense qu'on se sont fait pousser de la Ligue américaine. C'est sûr que la Ligue nationale, il y avait un mot à dire là-dessus. Et puis, beaucoup de joueurs qui ont perdu leur job. Il a fallu qu'il y ait soit qu'ils restent pour jouer dans l'ECHL ou aller en Europe. Mais ça a été mes 4 ans que j'ai bien aimé à Cincinnati. J'ai resté là jusqu'à ma retraite. Mais écoute, c'est ça qui est arrivé. Ils ont fini de fermer les portes à la Ligue internationale. Les choses que je me rappelle aussi, surtout quand j'étais en Caroline avec la Floride, les jeunes joueurs que j'aidais, c'était des choix de premier choix, de repêchage, deuxième, troisième, des bonus de 400, 600, 700 000 $. Et puis, qui me voyaient que je venais frustré parce que je ne pouvais pas monter, ils ne m'appelaient pas. Et puis, les jeunes m'ont dit, écoute, Gilbert, mon homme, tu as joué dans la Ligue nationale, tu as fait 200 matchs, tu as gagné la Coupe Stanley. Et il me revenait sur terre. C'est vrai, mais j'en veux encore, j'en mange du hockey. Mais de voir que l'opportunité de beaucoup de joueurs que j'ai joué avec qui n'ont pas eu un temps, même pas un chiffre dans la Ligue nationale et qui ont signé des contrats de 3-4 ans avec les grosses équipes, mais c'est juste qu'ils ne faisaient pas partie de leur plan. Et puis, ces joueurs-là, je suis plus déçu qu'eux autres que moi. Moi, j'ai eu réalisé mon rêve, mais de faire une carrière à 10-12 ans nationale, c'est très difficile. Et puis, aujourd'hui, je m'en rends compte. En Europe, ça a été difficile un peu parce que c'était le temps. La glace là-bas, on appelait ça une glace olympique. Alors, c'était plus difficile d'avoir un joueur nord-américain, surtout qui ne patinait pas aussi vite que les autres, de s'adapter au nouveau hockey. Alors, c'était plus des skills que tu vois aujourd'hui. C'était déjà adapté ça en Europe, de patiner, des systèmes, de pas de ligne bleue et les choses. On faisait des règlements pas mal différents qu'ici. Mais ce que j'ai aimé, c'est que tous les joueurs, on avait le droit à 12-13 imports, des visiteurs, des cartes de visiteurs. Et puis, j'ai joué beaucoup avec des joueurs que j'ai joué contre ici au Nord-Amérique. Alors, c'était confortable de voir que, écoute, tu n'étais pas le seul Canadien pour venir jouer au hockey. Puis, j'ai eu bien du fun les 2 ans que j'ai joué en Allemagne. Mon lancer, c'est sûr, était très fort et je pouvais mettre quelque chose dans le coin si je voulais. C'est sûr, aujourd'hui, j'en ai perdu de ça, là, parce qu'ils ne font plus les bâtons qu'ils faisaient dans le temps. Mais c'est sûr, de voir le jeu avant qu'il se développe, ça, c'était un de mes choses le plus fort dans ma carrière. De me positionner d'une place, comment ça, la rondelle s'est rendue là. Écoute, ça s'apprend pas, ça. C'est de voir, de réaliser le jeu, comment il se développe. Et puis ça, c'était un de mes points les plus forts dans ma carrière. Comment tu aurais aimé jouer avec les composites? Penses-tu que ça aurait changé quoi? Ça, c'est pourri, ça, bien net, ça. On n'a pas le feeling, en tout cas, moi, je vois qu'on n'a pas le feeling de la rondelle au bout de la palette, mais ce qui est bon, pour moi, aujourd'hui, ça dure longtemps, ces bâtons-là. Mais écoute, ça va être une histoire qui n'a pas de fin. J'ai vu encore un bâton qui a brisé hier durant un chiffre très important pour le joueur, puis ça a coûté un revers des Panthers qui ont tourné sur le bord contre Toronto. Alors, ta job est très importante et si tu as le but gagnant au bout de ta palette et puis ton bâton ne performe pas, tu n'auras jamais cette chance-là. Et puis, moi, j'ai eu l'opportunité avec les bâtons de bois. La seule fois qu'il fallait qu'il casse, c'est si la palette se trouvait d'une manière très, très malchanceuse. Là, mais c'est la seule chose que j'ai entre les nouveaux bâtons et les anciens bâtons. Je retournerai avec mes anciens bâtons. Écoute, on essaie d'expliquer les joueurs d'aujourd'hui dans le passé. Puis je me rappelle que Serge Savard il a dit que les joueurs aujourd'hui n'ont pas aussi de fun qu'on a eu. Et puis Serge savait que pour
pour relâcher de la pression un peu, il faut avoir un petit peu de fun dans l'équipe. Puis j'étais un des blagueurs, comme que j'ai suivi Guy Lapointe dans le temps des années 70. Mike Keane, c'était un des blagueurs. Écoute, c'est sûr, quand on allait en équipe, aller manger en équipe, on faisait tout le temps un shoe check. Ce qu'on mettait des fois, c'était du ketchup dans une paire de souliers d'un des joueurs qui se n'attendait pas sous la table. On pognait tout le temps Jacques Laperrière, notre coach, notre assistant coach. Et le meilleur, c'est que durant les aéroports, les joueurs, on voyait que les sexes se faisaient faire shiner le soulier. Fait que 10-15 piastres, des belles paires de souliers, c'est ceux-là qu'on essaie de pogner durant les soupers d'équipe. Une fois, c'était arrivé dans les séries. Notre coach Jacques Demers venait d'arrêter. Il y a eu comme un malaise au cœur et puis un de mes joueurs et moi avaient décidé de faire peur à l'équipe. Alors, on avait amené un petit pétard dans la chambre d'équipe où ce qu'on mangeait tout ensemble à l'hôtel, mais j'avais été averti, Jacques, de pas... on ne voulait pas qu'il y ait un autre malaise, une crise cardiaque avec nous autres, que j'étais pour lâcher un petit pétard dessous la table et puis de faire peur un peu aux joueurs. Et puis c'est arrivé. On était sur la route, on a eu bien du fun. Écoute, les autres anecdotes, à Philadelphie, j'ai vu Carl Dacos il n'y a pas longtemps. Carl, c'était un de mes coéquipiers que je blaguais souvent avec. Et puis, un moment donné, j'avais mis ses souliers sur un banc en bois et j'ai cloué ses souliers d'habits sur le banc. Et puis, quand il a essayé de les enlever pour s'habiller, il n'a pas été capable. Et c'était une journée qui pleuvait en plus. Alors, il y avait des trous dans ses souliers jusqu'à temps qu'il se rende à la maison. Comme j'ai dit, c'était tout le temps le respect. Écoute, quand on faisait des soupers d'équipe, tu étais le dernier à te placer dans la ligne. Si tu étais dans l'avion, c'est toi qui s'assisais dans le milieu. Tu n'as jamais disrespecté les joueurs. On attendait, même dans l'autobus, est-ce qu'il y a une place laquelle place que je peux m'asseoir. Et sois sûr, comme j'ai dit, il y a bien des joueurs qui sont superstitieux. C'est leur place. Et même dans la chambre d'équipe où je m'assis, de suivre les règlements, que ça fait des années que c'est dans la ligue, ça, à Star. Fait que c'est sûr que oui. Mais quand j'ai fait l'équipe et qu'on voyait que ça allait très bien, surtout moi dans la chambre, je chantais souvent des chansons d'Elvis et de savoir que quand j'avais l'accord de mon capitaine et de Patrick, mon goaler, il disait hey, chante une petite chanson, le King. On dirait que c'est stressé ici dans la chambre. C'est sûr que je le faisais. Écoute, c'est pour l'aider l'équipe. De relaxer un peu avant de se préparer pour le match sur la patinoire. C'est ça qu'on faisait souvent.